Bonjour à tous, veuillez m'excuser, il y a une coupure d'électricité chez moi, mais je suis de retour. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience en tant que médecin, en tant que dirigeant d'une organisation de jeunes. Il y a des obstacles à surmonter et bien sûr, il y a eu beaucoup d'activités que nous avons mises en œuvre en raison de cette pandémie et nous avons dû nous préparer à cette situation. Tout d'abord, nous avons pris des mesures, de préparation afin d'essayer d'atténuer les conséquences de la pandémie pour nous, pour essayer, d'empêcher que cette, maladie se propage ou que les chiffres augmentent trop et bien sûr, tout cela a eu un impact, fort sur les services de la santé, sur, les services de santé sexuelle et reproductive, sur les services de planning familial. En Éthiopie, on essayait de faire du plaidoyer, pour, faire connaître ces services. Mais malheureusement, nous avons connu un déclin dans l'accès à ces services. Pour les jeunes adultes et pour les jeunes également, nous avons constaté, cette baisse et des services essentiels tels que des services obstétriques ou pour l'accouchement ou encore pour les STD ont été conservés. Mais malheureusement, le taux de mortalité dans les premiers mois de la pandémie a augmenté en raison, de d'avortements non, sûrs, par exemple et c'est préoccupant. Nous avons défendu l'idée de continuer de fournir des services de santé essentiels à la population, mais il y avait un état d'urgence à travers le pays. On n'avait pas le droit de se rassembler et la situation, n'était pas stable dans notre pays. Donc, le travail que l'on faisait en personne, le travail de proximité n'a pas pu être réalisé. Cela a constitué un défi important. Nous avons plusieurs domaines, d'engagement que nous devons renforcer. Les programmes les objectifs ont changé depuis le début de la pandémie. Donc, même si l'on veut Mmh. conserver ces activités, nous mettons l'accent sur les services axés sur les jeunes et tous ces services, à l'heure actuelle restent fortement centrés sur la COVID-19. Et je dois dire qu'on n'était pas très bien préparé face à l'augmentation de la violence domestique dans le contexte de la pandémie, parce que très souvent, les auteurs de ces violences sont dans le même, ménage, dans la même maison et donc on n'a pas forcément accès. Il y a des zones rurales, qui sont frappées par ce type de violence de manière particulière. Et donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner dans le cadre de nos services et nous ne devons pas seulement nous concentrer sur la lutte contre la maladie. Voilà quelques-unes des mesures que nous avons entreprises. En même temps, nous continuons à défendre des services, essentiels de base pour les jeunes aussi bien que pour les adultes. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je voudrais présenter les autres présentateurs que nous allons attendre pendant les moments à venir. Un instant, s'il vous plaît.
Nous avons aujourd'hui 4 panélistes. Je vais les nommer et ils vont présenter brièvement leurs activités pour les jeunes et pour ceux qui travaillent dans les organisations à base communautaire. Leurs expériences et également comment trouver des budgets et comment atténuer des situations pour l'avenir. Il y a Alicia, Meredith, Valentina et Myriam. Je vous présente Alicia. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alicia Adler. Je suis spécialiste de politique de communication et de santé au CICR. Je m'occupe de programmes reproductifs et de santé sexuelle. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Notre deuxième panéliste est Meredith de IPPF. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Je m'appelle Meredith Librick de IPPR. Je suis responsable ou directrice de notre laboratoire d'innovation et d'entreprise sociale. Et nous travaillons avec des féministes, des activistes et un réseau d'organisations à but non lucratif et nos partenaires. Et nous œuvrons à assurer l'accès universel aux droits et aux services de santé sexuelle et reproductive. Et nous travaillons sur des modèles à base d'organisations communautaires au niveau de la communauté. Merci beaucoup, Meredith. Notre troisième panéliste s'appelle Valentina Mirza de CARE. Est-ce que je prononce mal votre nom? Non, pas du tout. Je m'appelle Valentina Mirza. Je suis la coordinatrice régionale humanitaire en Asie, CARE. Dans notre région, nous sommes présents dans 21 pays à peu près. Et nous avons également un investissement très fort à soutenir tous nos partenaires de la région. Merci beaucoup. Je vous remercie. Notre quatrième panéliste est Myriam Narcisse, qui est directeur exécutif du réseau de filles adolescentes en Haïti. Hello everyone, I'm Myriam Narcisse. I'm a Haiti Adolescent Girls Network Executive Director. We have a community-based organizations and we also regroup other small organizations that are community-based. Our work is focused on adolescent empowerment and youth empowerment, emphasizing reproductive. Oh no. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les panélistes aujourd'hui. Nous avons eu l'expérience de cette pandémie pendant plusieurs mois maintenant. Nous avons maintenant vu que nos services deviennent de plus en plus essentiels. J'aimerais entendre de la part des présentateurs la façon dont ils ont dû changer leur manière de travailler pendant cette période de pandémie. Je pense que la réalité de COVID a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer auparavant. Quant à nos partenaires dans les pays où nous travaillons et que nous accompagnons, avant COVID,
notre problème, les pires étaient des tremblements de terre, d'autres accidents naturels. Mais bon, les réponses dans chaque pays diffèrent, bien sûr, mais il y a eu des réflexions clés, des leçons de base que nous avons apprises dans tous nos pays. Tous ont dû aller vers une planification d'urgence. Le financement pour la préparation et en période d'urgence et présente des défis à chaque fois. Donc, il y a une partie très importante que chaque année les pays doivent considérer. Si nous nous attendons par exemple, à un tremblement de terre, quelles sont les mesures minimum de préparation que nous devons prendre? Mais bien sûr, tout ceci se passe quand on planifie, on n'est pas en période de crise. Par contre, l'arrivée de COVID est une période de crise. L'accès aux services pendant cette pandémie est quelque chose qu'on n'avait pas pu planifier par avant. Ceci nous a pris un petit peu par surprise. Normalement, nous attendons à ce qu'on puisse envoyer quelqu'un dans la région locale, mais ceci n'était pas le cas. Le COVID nous a montré que souvent, on doit dépendre simplement de ce qu'on avait déjà pu planifier par avance. Il faut réfléchir beaucoup plus à ce que veut dire le soutien à distance. Je crois que tout d'abord, nous devions avoir un effort concentré sur nos réponses. Un de nos meilleurs efforts, des expériences les plus utiles, fut une simulation par avance. Oui, si vous aviez des programmes, il fallait quand même les maintenir. Et nous avons dû simuler toutes les décisions sur lesquelles on s'était mis d'accord. Et nous avons essayé d'appliquer ce modèle à d'autres pays aussi. Quant à la technologie, quand on ne peut pas avoir accès, on essaye de voir quelles sont les applications qu'on pourrait utiliser dans ces situations de crise et on essaie de tirer des leçons d'un pays pour bénéficier à notre pays. L'analyse rapide de genre qu'on a faite dans 23 pays nous a beaucoup aidé et on a mentionné correctement que fournir des services pendant cette période de pandémie a été difficile. Et l'exclusion de femmes et de filles dans des prises de décision, nous savons tous que ceci pose un gros problème. Nous avons pu apporter ou faire inclure l'analyse rapide pour nous bénéficier. C'est très important de déterminer les besoins actuels. Et nous essayons d'assurer que dans chaque pays où nous travaillons, il y a de partenariats forts avec les femmes et les filles, que leur voix puisse être représentée. Les profils de ceux pour qui il y a le plus d'impact n'ont pas toujours été représentés. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est que les gens sont nos effectifs les plus importants, nos biens les plus précieux.
chaque personne qui travaille dans l'humanitaire ici, présent, quand on est en situation de confinement, que ce soit la crise de Rohingya au Myanmar ou la situation au Bangladesh, euh, essayer de fournir des services dans des camps devient vraiment, porte un défi important. Et il faut s'assurer qu'ils aient de l'assurance, leurs bénéfices, il faut avoir un système pour les soutenir. Donc, je pense que c'est là un domaine où on souhaite apporter quelques changements. Et je vous encouragerai à vous arrêter un petit instant pour souffler un moment et être fier de ce que vous avez fait. Bien sûr, il reste des choses à accomplir, mais il faut être fier de ce que l'on a déjà fait sur le terrain. Et c'est quelque chose que je tiens vraiment à souligner, c'est commémorer, célébrer vos réussites. Merci beaucoup, Valentina. Merci d'avoir partagé ton expérience et ce que tu ferais différemment. Ensuite, nous allons aborder les choses sous l'angle de l'innovation. Quelles innovations avez-vous constatées comme étant efficaces? Quelles autres innovations ne sont peut-être pas avérées aussi efficaces? Merci. Merci à IPPF. On travaille avec tout un réseau de partenaires qui ont différents modèles de fonctionnement. Donc, quand je parle de partenaires, je parle de toute une variété de profils. Ce qui est intéressant avec l'innovation, c'est qu'au milieu de ce contexte de pandémie, on se rend compte que l'innovation, c'est quelque chose de très simple, mais que les innovations qui débouchent sur de véritables succès ont une chose en commun, c'est qu'elles s'axent sur les besoins des bénéficiaires. Avec la pandémie, des restrictions ont été mises en place, donc le contexte a changé. Les comportements des personnes ont changé et donc ces innovations se sont adaptées, et notamment de manière numérique. On a vu ça chez nos différents partenaires. Il y a eu toutes sortes de réponses qui ont été trouvées du point de vue numérique. Utiliser WhatsApp, par exemple, pour discuter avec les clients ou pour fournir des soins de manière continue. Également, la question de la violence domestique, étant donné que maintenant les femmes qui subissent cette violence sont enfermées à l'intérieur avec leur agresseur, pour ainsi dire. Donc c'est une situation qui peut être une situation de crise extrême pour certaines personnes. Mais ce qui est intéressant à souligner pour ce groupe, c'est que les innovations n'ont pas besoin d'être complexes pour aboutir sur une réussite. Parfois, les innovations reprennent simplement des choses qui faisaient déjà partie de la vie quotidienne. Par exemple, utiliser les réseaux sociaux pour communiquer au-delà des obstacles et transformer cette communication de manière que l'on puisse continuer à offrir un soutien et d'une manière qui réponde surtout aux comportements, aux nouveaux comportements de vos interlocuteurs. Donc il a été intéressant de voir ces nouvelles innovations apparaître. Par exemple, on peut utiliser Facebook pour vendre ou donner, des contraceptifs. Avant Covid, on aurait effectué cela en personne.
Donc on peut penser que ce ne sont pas des innovations véritablement, révolutionnaires, mais ce sont des innovations qui comptent parce qu'elles sont le fruit d'une écoute. Il s'agit de trouver des manières de s'adapter très rapidement. Il s'agit de concevoir, les solutions avec l'humain au centre. Il y a un outil gratuit et libre d'accès que l'on peut utiliser, dans ce contexte et à l'avenir, pour qui peut nous aider à concevoir des interventions, des programmes et des mécanismes, pour, être sûr que l'on agit de manière à répondre aux besoins réels des clients, des bénéficiaires. Donc écouter les utilisateurs, cela a été un aspect clé. Également dialoguer avec les partenaires pour exploiter, tout le potentiel de ces innovations. Et bien sûr, les comportements humains sont en constante évolution. On va encore voir les choses changer au cours de cette pandémie et plus tard. Donc il est important de faire en sorte que ces innovations fonctionnent bien pour vous, qu'elles soient pertinentes pour vous. Merci Meredith pour vos explications concernant le rôle de l'innovation. Il y a une chose qui ressort, qui est très utile, très utile pour des pays comme l'Éthiopie ou d'autres pays à faible revenu. C'est l les soins de santé numériques, mais cela n'est pas la seule solution. On n'est pas forcé de passer par le numérique ou par la technologie. Par exemple, pour la violence, basée sur, le genre, les chiffres de cette violence ont augmenté au début de la pandémie. Il y a également la question du mariage précoce, le mariage des enfants, qui se produit lorsque les parents perdent confiance dans l'avenir de leurs enfants. Donc ce que l'on peut faire, c'est on utilise des hashtags, parfois en langue locale pour, communiquer avec la population et nous avons de cette manière mis en place des abris, des lieux sûrs pour les victimes et également nous avons tenté de travailler sur un aspect punitif pour les auteurs de ces crimes. Et il y a eu beaucoup de travail effectué sur cela par certains de nos collègues et par d'autres personnes qui ont été affectées d'une manière ou d'une autre par ce type de violence et des personnes qui ont pu bénéficier de ces lieux sûrs, qui ont été transportées vers ces lieux sûrs. Il y a également la question du partage de l'espace, par exemple, dans les hôpitaux. Pour des services tels que les services d'avortement, ces services avaient été suspendus au début de la pandémie, par exemple. Donc, si les personnes n'arrivent pas à trouver des soins pour un avortement effectué en situation sûre, ces personnes vont se tourner vers d'autres modalités qui ne sont pas aussi sûres. Donc, nous avons tenté d'évaluer l'importance de chaque service. Donc, nous avons tenté de soutenir les hôpitaux d'un côté pour la lutte contre Covid et de l'autre côté pour d'autres services essentiels qui doivent continuer. Voilà, merci. Et notre dernière
présentatrice est Alicia. Alicia de IRC. Qu'avez-vous appris au sein de votre organisation en matière de droits sexuels et reproductifs? Et souvent, lorsque les dirigeants, les politiciens, les législateurs pensent que cette question n'est pas très intéressante. Oui, merci Yidnek pour ta question. Très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont peur du mot plaidoyer, ils ont peur de ce concept, ils pensent que cela signifie qu'on doit crier ce que l'on veut, qu'on doit être agressif, mais ce n'est pas le cas. En fait, euh, ce n'est pas cela que de faire du plaidoyer. Nous faisons tous du plaidoyer simplement parce que ces questions nous tiennent à cœur. Les gens au début se disent bon, je veux faire du plaidoyer, alors je dois changer cette politique tout entière, je dois changer toute cette réalité. Mais ce n'est pas vraiment comme ça, c'est toute une gamme de possibilités. Tout d'abord, changer des choses dans ma communauté concernant la disponibilité des services, par exemple, en termes de santé reproductive et sexuelle, par exemple. S'assurer que ces droits reproductifs et sexuels soient intégrés dans d'autres domaines. Cela peut être une forme de plaidoyer. Très souvent, les dirigeants politiques vont se dire, bon, cela, ce n'est pas essentiel dans le contexte de la pandémie, ce n'est pas une priorité. On pense à des choses telles que l'alimentation, le logement. Alors on se dit, bon, la contraception, ce n'est pas aussi important, on verra bien. Mais les personnes qui travaillent au quotidien dans ce domaine savent que c'est quelque chose d'essentiel parce que même dans un contexte de pandémie, les gens ont toujours des rapports sexuels, les femmes tombent enceintes, des femmes ont des avortements qui sont dangereux parfois. Donc, nous devons être présents et agir avant, pendant et après la crise. Et malheureusement, nous sommes face à cette peur du plaidoyer et il faut donc se demander comment faire pour faire du plaidoyer dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Chez IRC, le travail varie selon l'échelle auquel vous le réalisez. Moi, à mon niveau, à mon échelle, je tente de m'assurer que lorsque l'on travaille avec des agences des Nations Unies ou sur un plan de réponse, nous nous penchons sur des indicateurs et j'essaie de m'assurer que la contraception est inclue parmi les services essentiels. Il y a 5 points que j'aimerais souligner. Je vais être rapide, je vous le promets. La première leçon que j'ai tirée de la pandémie. Et c'est qu'il y a une certaine force à être nombreux. Ne faites pas votre travail seul. Établissez des partenariats, essayez de voir comment partager vos messages, partager vos recommandations. On crée plus d'impact, on est plus fort. La deuxième leçon, c'est la suivante. En particulier, compte tenu de la pandémie, il faut se montrer particulièrement créatif. Il ne suffit pas d'avoir un message, il faut arriver avec une recommandation, avec une suggestion d'aide en disant, voilà, je vois qu'il y a tel problème, voilà ce que je propose, aller parler aux médias par exemple. Autre leçon que je souhaite souligner, il ne s'agit pas seulement d'une personne qui est affectée par tout cela. Il s'agit d'un grand nombre de partenaires. Il faut comprendre toute la diversité des personnes qui sont affectées. En Ouganda, par exemple, à cause des restrictions, les femmes enceintes n'arrivaient pas à parvenir à la clinique parce qu'il y avait donc ces restrictions à la mobilité.
on s'est demandé que faire pour changer cela. On a ciblé pas seulement le gouvernement, mais également les policiers, par exemple, en leur disant: «Vous devez ouvrir les barrages et voilà pourquoi vous devez le faire». Donc il faut essayer de s'attaquer à des problèmes concrets et également avoir une bonne compréhension des problèmes. Dans cette crise du Covid et dans d'autres crises, j'ai vu que très souvent, le message typique ne fonctionne pas. De dire que c'est un droit fondamental pour les femmes que d'avoir accès à la contraception, cela n'est pas assez convaincant, malheureusement. Les messages qui ont un impact, c'est les messages qui se basent sur des faits, sur des choses concrètes, sur des choses que l'on peut réaliser, des objectifs concrets. C'est ce que j'ai constaté. Et le tout dernier point, en particulier concernant cette pandémie, il faut garder tout par écrit, garder toutes vos activités par écrit, documenter tout. Euh, les médias, les donateurs, les décideurs veulent des faits, veulent des choses noir sur blanc, donc documenter tout. Et cela sera véritablement un atout pour vous en tant que jeune et en tant que personne qui fait du plaidoyer. Voilà ce que j'ai constaté de mon expérience. Merci. Merci beaucoup, Alicia, pour cette description très approfondie sur les besoins des plaidoyeurs comme nous. Un rappel que nous devons toujours mettre l'emphase sur tout ce qui est spécialement sensible, par exemple l'accès aux avortements sûrs. Il faut toujours mettre la priorité sur la situation en période de pandémie. Il y a des défis que nous confrontons dans tous nos processus. Vous avez bien parlé du besoin de documenter tout ce qu'on fait. Ce sera bien mieux pour nous si vous pouvez nous montrer comment faire, comment vous avez fonctionné en période de crise. Notre dernière panéliste, Myriam Narcisse, qui va parler en français. En tant qu'organisation à base communautaire, qu'avez-vous appris et qu'est-ce que vous feriez différemment à l'avenir? Vous êtes sur le canal français, mais comme vous êtes sur le canal anglais, donc si vous pouvez, s'il vous plaît, changer votre canal pendant que vous parlez français, être sur le canal anglais. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Ok, désolé.
Bon, c'est l'une des leçons que nous avons avoir apprises aussi, en plus de la situation de se dire, il y a une disposition mentale en tant qu'organisation, qui a une petite équipe que nous avons dû nous faire comme réalisation pour nous dire, bon, écoutez, la question pour nous, c'est pas comment tenir en tant qu'organisation, en tant qu'équipe, en attendant que Covid s'en aille ou bien en attendant que la situation s'améliore. Mais la question pour nous, c'est comment de nous dire, d'avoir un état d'esprit où on reconnaît que plus rien ne sera jamais comme avant et que nous allons affronter toute une série de situations et d'événements et comment justement avoir ce nouvel état d'esprit et comment nous adapter dans ce sens-là. Et je pense que si je revois l'expérience qu'on a fait au moins ces 8 derniers mois, c'est exactement le cas parce que en ce moment où nous sommes en train de voir comment continuer à mobiliser les membres des communautés où nous travaillons dans un contexte où nous n'avons pas autant de personnes décédées comparé à d'autres pays pour lutter contre cette perception qui est que le Covid n'est presque plus là dans notre contexte. Nous devons continuer à faire face à l'impact du Covid avec une insécurité alimentaire qui est complètement aggravée et également aussi une situation politique qui continue en s'aggravant. Donc, en tant qu'organisation, je pense que c'est une situation unique. Bon, c'est vrai que c'est une situation tout à fait unique pour tout le monde, mais dans notre contexte, cela a remis en question beaucoup de choses pour nous. Et l'une des leçons que nous avons apprises, c'est que la valeur que nous avons toujours mise sur la nécessité d'être proche des communautés et des bénéficiaires prend toute son ampleur dans ce contexte-là. Ça, c'est la première leçon que nous avons appris. La deuxième leçon que nous avons appris aussi, c'est au niveau de la communication. En tant qu'organisation communautaire de base qui n'a pas beaucoup de ressources, qui n'a pas suffisamment de ressources, quand on regarde les structures de financement ou les priorités des bailleurs de fonds, il n'est pas toujours facile quand on a une équipe où chaque personne a quand même au moins 2 chapeaux et parfois un petit peu plus, de pouvoir dégager des ressources spécifiques pour la communication. Et dans un contexte justement où avec les bailleurs de fonds en général, ce n'est pas une ligne qui est en général priorisée. Donc, dans un contexte où on se trouve justement, on nous rend compte qu'il y a un changement à apporter, une transition à faire non seulement pour pouvoir renforcer la communication en tant qu'outil pour pouvoir communiquer, pour pouvoir partager un peu plus le travail que nous faisons et engager un peu plus aussi les éventuels donateurs et bailleurs de fonds, mais également aussi une adaptation pour pouvoir utiliser beaucoup plus la technologie et les outils, les réseaux sociaux pour pouvoir renforcer notre travail au niveau de programmation. Un autre aspect aussi, c'est le partenariat. J'ai entendu ce mot-là souvent, effectivement. C'est que, en tant qu'organisation communautaire de base, nous avons une approche qui est très axée sur ce que nous appelons les dialogues communautaires, les dialogues intergénérationnels. Donc, dans ce contexte, justement, c'est un processus qui, au niveau organisationnel, permet aux organisations locales qui font partie du réseau de pouvoir développer des liens, de resserrer les liens et de pouvoir aussi faire une promotion de l'inclusion de nos bénéficiaires dans les processus décisionnels au niveau des communautés. Donc, dans ce contexte-là, justement, nous nous sommes rendus compte que balancer cette pratique que nous avons déjà et maintenant le renforcer au niveau de l'intégration de la technologie nous a fait réaliser que les ressources locales sur lesquelles nous nous appuyons pour faire les programmes, effectivement, ça a constitué une bonne stratégie pour nous, mais les compétences de ces ressources-là, justement, ont besoin d'être encore renforcées. Rien qu'au niveau de la technologie. Si je prends un exemple simple, oui, nous avons par exemple des mentors, des jeunes femmes qui sont dans les communautés, qui sont proches des filles avec lesquelles nous travaillons, qui sont là pour pouvoir donner un accompagnement et un appui, faire un référencement au cas nécessaire par rapport aux cas qui vont se présenter. Mais en réalité, les ressources pour pouvoir les rendre suffisamment
aptes à utiliser les applications, à utiliser la technologie, en plus de la barrière que la langue représente. Parce que je suis en train de parler en français, mais en réalité, quand on prend les outils les plus couramment disponibles, il y a déjà une autre barrière qui se présente au niveau de la langue. Donc, ce sont des défis énormément, et ce sont les principaux défis que nous avons identifiés et sur lesquels nous avons commencé à travailler. Un autre aspect qui est important aussi, c'est que j'ai mentionné le contexte dans lequel on fonctionne, qui est un contexte compliqué par notre situation politique et qui est très intimement lié à beaucoup de violence, mais de manière généralisée. Violence au niveau verbal, au niveau d'action, etc. Donc, dans ce contexte-là, à cause de l'impact de Covid que nous avons et l'impact justement de cette situation d'instabilité politique qui a une forte incidence sur l'insécurité alimentaire, nous avons une obligation de renforcer nos partenariats dans deux sens. D'abord, de revoir les partenariats que nous avons déjà avec d'autres organisations pour voir, bon, dans le contexte dans lequel nous fonctionnons maintenant, quelles sont les priorités. Les priorités ont changé. C'est vrai que le résultat ne change pas, l'objectif ne change pas, mais comment revoir, rediscuter, revisiter avec les partenaires que nous avons pour voir comment adapter leur appui, adapter leurs compétences et rediriger certaines ressources vers les priorités qui nous demandent d'être plus proches des communautés. Un autre aspect aussi, c'est la nécessité évidente pour tout le monde de pouvoir créer de nouveaux partenariats. Pourquoi? Parce que justement, notre manière de travailler, c'est vrai qu'il y a l'accent sur la situation des adolescentes et des jeunes femmes, mais nous sommes des organisations qui n'avons pas toutes les ressources nécessaires. Donc, dans ce contexte-là, justement, pour pouvoir déjà voir au niveau de l'impact du COVID, surtout en ce qui concerne les moyens d'existence des filles et ultérieurement des familles. Donc, nous sommes vraiment dans une situation où nous sommes obligés de développer de nouveaux partenariats pour pouvoir voir comment renforcer, pour faire face à l'impact du COVID, faire face justement pour pouvoir garantir les acquis que nous avons déjà avec les filles. Le dernier point que je voudrais souligner aussi, c'est par rapport à l'équipe qui travaille. Nous avons une approche vraiment qui est fortement focalisée sur le travail d'équipe. Donc, parce que justement, chaque personne a au moins 2 chapeaux ou un petit peu plus, nous avons effectivement favorisé l'équipe. Mais ce que nous nous sommes rendus compte, c'est que il nous a fallu aussi intégrer l'équipe, les ressources humaines, un peu plus au niveau du processus de décision. C'est-à-dire que même par rapport à l'étape d'adaptation que nous sommes en train de faire, nous avons dû nous rendre compte qu'il nous a fallu créer un environnement qui permet à l'équipe de pouvoir faire face à toute cette charge émotionnelle et de stress, et également aussi les impliquer à chaque étape. Donc, ça veut dire en plus des équipes, dans la progression que nous faisons pour voir comment est-ce que nous allons fonctionner, parce que au départ, ce qui arrive, c'est qu'en tant que structure organisationnelle, nous avions déjà fait un choix de concentrer la majorité de nos ressources sur la partie programmatique. Mais même dans cet état de fait-là, nous avons dû revoir la structure opérationnelle que nous avons en ce moment en tant qu'organisation, d'autant plus que les principales ressources que nous avions eues comme organisation, nous avons perdu certaines de ces ressources-là et qu'il a fallu rediriger maintenant pour trouver de nouvelles ressources. Donc, l'implication non seulement des bénéficiaires, des participants du programme dans l'adaptation, dans les mesures innovantes pour pouvoir arriver à les toucher, à continuer à appuyer, nous avons dû, en tant qu'organisation, adapter cette même stratégie à l'interne, en tant qu'équipe qui travaille de manière à nous assurer qu'à chaque étape du processus d'adaptation que nous devons traverser et de manière à appliquer les participants, nous assurer que chaque personne au niveau de l'équipe d'exécution, au niveau de l'équipe impliquée dans tous les aspects de la structure organisationnelle, a son mot à dire de manière à ce que nous avons aujourd'hui justement reflète
les défis et les suggestions de l'équipe qui fait partie de notre organisation. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que nous allons avoir d'autres questions, mais ce sont certains des défis que nous avons, auxquels nous avons fait face et des leçons que nous avons apprises justement au cours des 9 derniers mois. Merci beaucoup, Myriam, pour cette excellente description de comment vous avez réagi dans votre situation, surtout vis-à-vis des adolescentes avec qui vous travaillez. Je voudrais mettre l'emphase sur 2 phrases. Vous avez parlé de communauté confrontée par ces défis, qu'il faut absolument avoir une communication claire Durant cette et pandémie, avec les bénéficiaires et avec les bailleurs de fonds. il faut que il faut inclue aussi une équipe inclure ces qui soit mesures consacrée à dans des l'atténuation des équipes risques pour les d'atténuation soins de santé. et d'autres services essentiels, que ce soit Des aspects relatif liés aux au droit, des droits aspects liés à ou la aux santé et services. d'autres. Et donc, c'est important pour ce comité. Donc, j'aimerais parler maintenant des défis, notamment avec des bailleurs de fonds qui ne se sont pas toujours montrés aussi flexibles qu'on l'aurait souhaité dans le contexte de cette pandémie. J'aimerais parler de la collecte de fonds. Comment effectuer une levée de fonds dans les conditions actuelles? Kate va nous parler d'une opportunité de financement avec IWAG. Donc, restez jusqu'à la fin pour écouter cette opportunité. Mais d'abord, écoutons Valentina. Valentina, comment une petite organisation peut assurer son financement dans les circonstances actuelles? Je crois que les réalités qu'a mentionnées Myriam sont les mêmes que l'on rencontre chez nous. Le financement de la part des institutions, d'habitude, seul 1% de ce financement va vers les ONG, donc c'est déjà très peu, et 2% de ce financement vers les ONG va vers les ONG locales. Donc c'est une fraction qui nous parvient, et bien sûr, cela ne va aller qu'en empirant. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on doit vraiment faire en sorte de s'asseoir à la table avec ces personnes, d'être en contact avec elles, d'établir des partenariats, trouver dans votre pays les bonnes personnes, créez-vous un réseau, soyez présents et soyez très spécifiques concernant la valeur ajoutée que vous apportez. C'est dans ces réseaux de personnes que des montants sont affectés de la part des agences des Nations unies vers les organisations locales. Donc, soyez sûrs d'avoir contact avec ces personnes. Et c'est là également où les donateurs trouvent leurs opportunités. C'est là également où vous pouvez accéder à du matériel gratuit. Il y a des kits gratuits, par exemple, que vous ne pourrez avoir que si vous faites partie de ce groupe, de ce réseau. Et vous pouvez également en profiter pour faire du réseautage, trouver d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez établir un partenariat. Il faut que les personnes vous connaissent. Si les personnes ne vous connaissent pas, vous n'allez pas pouvoir entrer dans ces réseaux. Donc, créez votre espace. Ensuite, il est important de faire du lobbying et de travailler en réseau avec les organisations internationales. Beaucoup d'ONG sont maintenant signataires de la Charte pour le changement.
C'est une liste de parties prenantes qui se sont mises d'accord pour travailler ensemble. Et les coûts opérationnels doivent être inclus dans les propositions. Par exemple, la manière dont on conçoit les programmes est importante. Il y a un lien vers la charte pour le changement. Donc, allez visiter ce site et regardez ce qui se passe dans votre pays. Ça s'appelle Charter for Change. Le lien est dans le chat. Et il est vraiment crucial que vous soyez là, que vous soyez présents. Nous avons une plateforme de partenariat qui met en lien les organisations locales et internationales. Donc, assurez-vous que les gens vous connaissent. Et essayez de maximiser le financement qui est disponible dans votre pays. Ne sous-estimez pas le pouvoir des différents mouvements, les mouvements des jeunes, par exemple. Assurez-vous que ces jeunes soient à vos côtés, qu'ils vous donnent une visibilité sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous n'allez pas obtenir un montant colossal, mais vous allez obtenir plusieurs contributions. Nous avons également des personnes, par exemple, qui nous abordent et nous disent: «Ah, on aime vraiment votre programme d'aide en argent liquide que vous avez mis en place avec ces personnes exclues». Donc voilà, il y a des personnes qui peuvent se sentir interpellées par un programme spécifique que vous mettez en place. Alors, soyez sûrs de communiquer avec eux. Merci Valentina pour cette brève description concernant la manière dont les petites organisations trouvent du financement à l'heure actuelle. Maintenant, prochaine question. L'interprète vous prie de l'excuser, le son coupe. L'interprète n'a pas entendu la question. En termes de collecte de fonds, il faut penser à l'avenir. Est-ce qu'on réfléchit aux activités à mettre en place dans le contexte de la pandémie ou est-ce qu'on pense à la suite, à ce qui se passera après alors que cette situation va évoluer? Je sais qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Tout ce qu'on sait, c'est que tout change. La réponse, en vérité, c'est qu'on doit faire les 2 choses en même temps et il y a plusieurs manières d'aborder cela. Tout d'abord, et je suis sûre que vous serez tous d'accord, on s'est rendu compte qu'en général, les donateurs se sont montrés très souples, très compréhensifs. Ils ont souvent réaffecté du financement vers des programmes qui sont plus pertinents dans le contexte actuel. Et c'est une situation si inédite que l'on rencontre à l'heure actuelle à travers le monde que les impacts sont forts et les donateurs se sont adaptés. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir, il y a un autre outil que j'aimerais mentionner. C'est un outil open source de Bridgepen. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je recommande que vous consultiez cet outil. Bien sûr, on ne peut pas prédire l'avenir, donc n'essayons même pas. Mais on peut développer des scénarios afin de prendre des décisions judicieuses.
Donc cet outil a un cadre composé de 4 étapes et qui se penche sur plusieurs facteurs. Tout d'abord l'impact concernant les programmes, ensuite les coûts, de fonctionnement et enfin, les recettes. Et cela permet véritablement de s'assurer qu'il y a un impact. Ensuite, on peut adapter les scénarios selon les différents facteurs clés et on peut voir les différents scénarios, positifs et les scénarios moins positifs. Ensuite, il y a des moments clés où on doit prendre des décisions par rapport aux différents scénarios. Alors quels sont ces moments charnières? C'est un outil très intuitif, un outil, rationalisé qui apporte une valeur ajoutée. Ainsi, si vous avez un scénario en place, alors vous avez plus de données pour aborder les bailleurs de fonds. Vous pouvez leur dire: «Voilà les différents scénarios que nous avons, voilà la manière dont ils génèrent un impact sur, nos opérations, sur nos programmes». Donc si vous avez un lien avec, le bailleur de fonds, si vous avez un dialogue, avec cette personne, vous pouvez facilement présenter vos scénarios. Donc il s'agit d'une application avec des lignes, directrices et tout cela, vous donne, une base, un fondement pour ensuite obtenir quelque chose de concret à présenter. Donc si vous arrivez à déterminer ces différents scénarios, la manière dont Covid peut avoir un impact sur vos manières de travailler, vous allez pouvoir vous baser sur des choses plus concrètes. Il y a une organisation qui se consacre à l'éducation, qui a fait quelque chose d'intéressant et ça je reviens à ce qu'a dit Valentina ici. Cette organisation a divisé sa stratégie de gestion des ressources en différentes intentions. Donc, par exemple, pour les contributions individuelles, l'organisation a décidé de se concentrer sur les besoins actuels. Par exemple, auparavant, on offrait des services dans le domaine de l'éducation. Maintenant, nous voulons nous réorienter vers la sécurité alimentaire. On va laisser tomber un peu les campagnes en ligne et on va réaffecter nos fonds à, par exemple, la sécurité. Ensuite, on va rédiger des propositions par rapport à nos visions d'avenir. Donc cela, permet de ne pas se sentir submergé par les besoins actuels et les besoins futurs. Il faut les diviser, les séparer de manière stratégique et mobiliser les ressources en fonction de ces catégories stratégiques. Je prends. Merci beaucoup pour cette explication brève de votre financement. Et maintenant, je voudrais passer à Myriam. Que fait votre organisation pour collecter ou demander des fonds? Un instant, je change de canal. Vous êtes encore sur le canal anglais. OK. Ça va maintenant, je pense. Oui. Okay, merci.
Oui, donc depuis le début de l'année, effectivement, et nous sommes concentrés sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect des partenariats. Effectivement, je pense que c'est Meredith qui a mentionné, mais Valentina qui a mentionné justement l'importance de voir comment travailler avec les organisations qui travaillent déjà en Haïti. Parce qu'effectivement, et quand on prend la logique qu'on n'a pas suffisamment de ressources et que nous ne pouvons pas intervenir sur tous les plans, et ce que nous avons fait justement, c'est développer de nouveaux partenariats, et notamment des consortiums, surtout pour la mobilisation de ressources. Donc, parce que justement, nous nous sommes rendus compte que pendant que justement l'environnement philanthropique évoluait avec la situation justement, qu'il nous a fallu mettre encore plus de possibilités. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de compétition et les bailleurs de fonds, justement, essaient de voir comment prioriser face à une recrudescence de demande. Donc, l'une des stratégies que nous avons appliquées, c'est justement de nous mettre en consortium avec des organisations qui ont la même vision, la même mission que nous et qui ont des compétences qui viennent renforcer les nôtres de manière justement à favoriser un échange de compétences et en mettant justement en commun nos ressources pour avoir plus de chances par rapport à l'environnement compétitif. Un autre aspect aussi, c'est l'aspect, je dirais, de support immédiat. Par exemple, quelqu'un a mentionné les kits. Parce que ce qui arrive, c'est que très souvent, quand on pense à la mobilisation de ressources, surtout en Haïti, on a une tendance à penser à des fonds, à de l'argent. Et dans ce contexte-là, justement, je me rends compte que il y a un effort particulier à faire pour chiffrer, pour valoriser justement les autres contributions qui sont apportées par les différents partenaires, organisations et même les organisations communautaires de base. Donc, ce que nous sommes en train de faire justement, c'est voir comment développer un outil qui permette justement de pouvoir non seulement mobiliser les ressources, mais de pouvoir chiffrer de manière qui reflète la réalité les ressources qui sont contribuées par les organisations communautaires de base et les autres partenaires, soit à travers les kits, soit à travers du temps consacré ou bien bénévolat. Un autre aspect aussi, c'est par rapport, j'ai mentionné tantôt la limitation par rapport au financement, par rapport aux ressources financières pour pouvoir nous focaliser sur certains besoins, notamment en ce qui concerne soit l'aspect technologique et l'aspect de la communication. Bon, c'est vrai qu'il faut nous continuer à faire un effort à travers l'utilisation des plateformes de financement participatif pour pouvoir justement trouver des ressources focalisées sur des éléments bien précis, mais en même temps aussi, nous avons renforcé depuis le début de l'année justement, nous avons mis sur pied un programme de stage. Ce qui nous permet en tant qu'organisation, au niveau local et au niveau de base de Port-au-Prince où nous sommes, de pouvoir trouver, à défaut d'avoir des ressources financières pour nous et que nous allons renforcer nos ressources humaines, mais ça nous permet également de pouvoir créer, élargir notre espace aux jeunes qui ont une compétence, qui ont une motivation et qui ont la capacité justement de pouvoir renforcer à certains niveaux de nos besoins, tout en tenant compte de nos limitations au niveau de ressources financières. Et le dernier point justement que nous faisons, alors ce que nous avons toujours fait depuis plusieurs années, c'est de voir comment impliquer le secteur privé, surtout par rapport aux activités, pas nécessairement en termes de contribution financière, mais toujours en termes de contribution, soit en nature ou d'autres manières, accès à leur réseau pour pouvoir renforcer nos activités. Bon, c'est vrai que depuis les 8 derniers mois, l'environnement dans lequel fonctionne le secteur privé n'est pas nécessairement favorable. Et on anticipe qu'au moins d'ici jusqu'à la fin de l'année, puisque nous acheminons vers des élections qui devraient avoir lieu et qui ne pourront pas avoir lieu, et avec tout ce que cela implique. Mais par rapport à ce que nous prévoyons, c'est de voir comment justement
engager, appliquer une stratégie de recrutement de membres parce que ça nous permettra justement de dégager des ressources qui n'ont pas de restrictions pour pouvoir aider la suivi de l'organisation. Donc, et dans ce sens-là, ce que nous faisons justement, c'est que nous, et que nous allons continuer à faire, c'est que justement, nous renforçons le réseautage entre les jeunes, les plateformes de jeunes, les groupes de jeunes qui représentent un grand potentiel et une excellente source de motivation et d'appui au niveau local, avec les groupes justement de jeunes haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc cela permet d'établir un lien entre la diaspora et la plateforme des jeunes qui existent en Haïti, de manière à balancer les poches, les segments de groupes qui sont capables d'apporter un appui financier, d'appuyer des activités ponctuelles, soit au niveau de moyens d'existence, soit au niveau d'acquisition d'équipements, par exemple, pour des groupes à mobilité réduite, par exemple, tout en justement en nous adaptant par rapport à l'environnement philanthropique strict au niveau d'Haïti, qui a quand même assez de défis. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir expliqué comment ces organisations à base communautaire s'approchent comment elles s'adaptent à la situation financière et vis-à-vis des défis que vous confrontez. Donc, j'aimerais maintenant parler de vidéos. Vous allez pouvoir trouver dans la boîte de chat qui ont des lignes directrices vraiment excellentes. Aussi bien qu'un worksheet qui aide à poursuivre du financement réussi. Vous pourrez retrouver les références de ces documents dans la boîte de chat et vous pourrez partager ces ressources à travers vos réseaux et dans vos pays. Ensuite, comme on a entendu de la part d'Alicia sur les droits sexuels et reproductifs, il est important, très important, comment est-ce qu'on peut utiliser les plateformes existantes dans cette époque de COVID-19? Donc, merci beaucoup. Je pense que Valentina, tout à l'heure, a parlé dans sa réponse à comment relever son profil vis-à-vis des bailleurs de fonds, que ceci est très utile pour le financement. Si on va trouver un aspect positif de COVID, nous allons voir que tout le monde en ligne, on a finalement les bailleurs de fonds sont plus accessibles que jamais puisque tout le monde est en ligne. Et maintenant, on trouve que c'est peut-être plus facile de s'engager auprès d'eux qu'avant. Et pour créer son profil, augmenter son profil sur vis-à-vis des bailleurs de fonds, ils peuvent mieux vous suivre, mieux suivre vos activités. Donc, il y a beaucoup de plateformes différentes à disposition. Pour vous donner quelques exemples,
Et pour en revenir à ce que Meredith a dit au début, il ne s'agit pas de réinventer la roue. On ne va pas créer de nouvelles plateformes électroniques pour communiquer avec les décideurs ou les donateurs. Il s'agit d'utiliser ce qui existe déjà. Ce n'est pas forcément une plateforme qui doit être électronique. Les médias traditionnels peuvent constituer un outil très utile parce qu'ainsi les donateurs peuvent voir le nom de votre organisation en tant que source citée et ils vont donc vous garder à l'esprit. Si vous ne connaissez pas de journalistes, à votre place, j'essaierai de créer un lien avec des journalistes sur Twitter et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé des journalistes sur Twitter et je leur ai demandé de raconter notre histoire. Donc, essayer de communiquer de différentes manières. Pour les réseaux sociaux, évidemment, vous êtes déjà présent sur ces plateformes, donc il s'agit simplement d'aller voir le site des donateurs, de leur envoyer un message. S'ils ont lancé une discussion sur leur page, essayez d'y répondre en y apportant quelque chose de pertinent, par exemple. Ensuite, pour parler de WhatsApp, c'est un outil utile pour discuter avec les donateurs, mais également pour faire du plaidoyer, pour partager des histoires, des témoignages. Par exemple, il y avait un groupe IPPF en RDC et ils avaient utilisé WhatsApp pour collecter des informations concernant l'expérience des adolescents avec COVID. Et après avoir reçu des réponses sur WhatsApp, ce groupe d'IPPF a pu aller voir des décideurs et leur parler de l'expérience de ces jeunes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que WhatsApp leur a permis de capturer des témoignages, des histoires, et ensuite ils ont pris tous ces témoignages et ils les ont apportés devant les donateurs en leur disant, voilà, je sais que ma communauté n'a pas tel ou tel service, comme vous pouvez le voir, et donc voilà comment on peut y remédier. Il y a des plateformes qui sont très spécifiques, dont Voices for Youth, par exemple, qui a été lancé par l'UNICEF et qui invite les jeunes à partager leur histoire par rapport à leur réponse face à COVID. Vous pouvez y travailler, y trouver toute forme d'expression artistique, c'est très intéressant. Les donateurs peuvent effectuer une recherche sur cet outil. Ils peuvent voir ce dont vous parlez, voir votre biographie, etc. Vous pouvez devenir un You Reporter. C'est une manière d'apporter votre expérience de votre communauté, de la partager. Simplement pour bien montrer que vous êtes l'expert qui est à même de partager son histoire. Autre chose à garder à l'esprit, tout le monde n'a pas forcément accès à ces outils, que ce soit pour des raisons de connectivité ou de langue. Donc là, il faut se montrer créatif. Demandez à vos donateurs s'ils peuvent permettre à ce que des organisations communautaires puissent participer à vos programmes. Merci. Merci, Alicia. Maintenant, nous allons prendre quelques questions du public. Pour l'instant, nous n'avons qu'une question. Kelly, est-ce que tu souhaites simplement nous parler de l'opportunité de collecte de fonds? De mise à jour.
Ça va? Tu peux continuer? Avons-nous des questions du public? Si vous êtes membre d'une organisation de jeunes, c'est le bon moment de poser des questions sur la collecte de fonds, par exemple. Saisissez cette occasion. Comme nous sommes déjà arrivés à la fin du temps qui nous était imparti, je vous invite simplement à envoyer vos questions si vous en avez. Si vous êtes intéressé à cette opportunité que je vous ai présentée ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez simplement envoyer un email à Katie et ensuite on vous y répondra. Je vous invite également à consulter les liens qui ont été postés, les vidéos. Katie a partagé son adresse email également, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez une question ou un commentaire. J'aimerais en profiter pour remercier tous nos participants, toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et nos intervenants. Et j'aimerais vous rappeler que notre webinaire va être posté en ligne. Enregistré. Je vous invite à partager ces contenus avec votre réseau, d'en parler également sur les réseaux sociaux. Et je rends la parole à Katie.